Alors je suis resté couché là pendant 1 heure en essayant de réfléchir. Et quand Buck s'est réveillé, je lui demande « Tu sais épeler, Buck ?»« Ouais, qui me dit. Je te parie que tu peux pas épeler mon nom, que je dis. Je te parie ce que tu veux que je peux, qui dit. D'accord, je lui dis. Vas-y. G-E-O-R-G-E-J-A-X-O-N. Voilà, qu'il dit. Eh ben, je lui dis, t'as réussi. Mais je pensais pas que tu pouvais. C'est pas du tout cuit comme nom à épeler, comme ça sans préparation. Je l'ai écrit en privé, parce que quelqu'un pourrait un jour vouloir me le faire épeler à moi, alors je voulais m'y exercer pour pouvoir dévider ça comme si j'en avais l'habitude. C'était une famille sacrément gentille, et une maison sacrément bien en plus. J'avais pas vu de maison à la campagne qui était aussi bien et avait autant de style. Elle avait pas un loquet en fer sur la porte d'entrée, et pas non plus un loquet en bois avec une ficelle en peau de daim, mais un bouton en cuivre qu'on tournait. La même chose que les maisons en ville. Il n'y avait pas de lit dans le salon. Aucune trace d'un lit, alors qu'il y a des tonnes de salons en ville qui ont des lits. Il y avait une grande cheminée avec un fond en briques, et les briques étaient toujours propres et rouges parce qu'on mettait de l'eau dessus et qu'on les frottait avec une autre brique. Quelquefois, ils les lavent avec de la peinture à l'eau couleur rouge, qu'ils appellent ça du brin d'Espagne, la même chose que ce qu'ils font en ville. Ils avaient de gros chenets en cuivre assez grands pour y poser un tronc entier. Il y avait une horloge sur le manteau de la cheminée, au milieu, avec l'image d'une ville peinte sur la moitié d'en bas du verre, et un endroit tout rond au centre pour le soleil, et on pouvait voir le pendule qui sciait derrière. C'était magnifique d'entendre cette horloge faire tic-tac, et quelquefois, quand un de ses colporteurs était passé et l'avait toute nettoyée et remise parfaitement en marche, elle se lançait et frappait jusqu'à des 150 avant d'être épuisée. Il l'aurait pas vendue pour tout l'or du monde. Eh ben, il y avait un grand perroquet exotique de chaque côté de l'horloge, qui était peint avec un truc comme de la craie et de toutes les couleurs. Près d'un des perroquets, il y avait un chat en faïence et un chien en faïence près de l'autre. Et quand on pressait sur eux, ils couinaient. Mais ils ouvraient pas la bouche et ils avaient pas l'air différents, pas plus qu'intéressés. Ils couinaient par en dessous. Il y avait 2 éventails en plumes de dindons sauvages ouverts tout grands derrière ces objets. Sur la table au milieu de la pièce, il y avait une sorte de très joli panier en faïence avec des pommes et des oranges et des pêches et des grappes de raisin empilées dedans, qui étaient bien plus rouges et jaunes et jolies que des vraies. Mais elles n'étaient pas vraies, parce qu'on voyait bien là où des morceaux s'étaient cassés, et on voyait la craie blanche, ou bien je sais pas quoi d'autre qui était en dessous. Cette table, elle était recouverte d'une magnifique toile cirée, avec un aigle rouge et bleu déployé dessus, et une bordure peinte tout autour. Elle venait directement de Philadelphie, qu'il disait. Il y avait des livres aussi, empilés parfaitement précis, à chaque coin de la table. Un de ces livres était une grosse Bible familiale pleine d'images. Un autre était le Voyage du pèlerin, qui parlait d'un homme qui quittait sa famille. Le livre disait pas pourquoi. J'en lisais de gros bouts de temps en temps. Les déclarations, c'était intéressant, mais difficile. Un autre, c'était l'offrande de l'amitié. Plein de choses magnifiques et de poésie. Mais j'ai pas lu la poésie. Un autre, c'était les discours de Henry Clay. Et un autre, la médecine familiale du Dr Gunn, qui vous expliquait tout ce qu'il fallait faire quand quelqu'un était malade ou mort. Il y avait un livre d'hymnes et plein d'autres livres. Et il y avait de jolies chaises aux sièges en bois refendus, et en parfait état en plus, pas affaissés au centre et cassés, comme de vieux paniers. Ils avaient des images accrochées au mur, surtout des Washington, et des Lafayette, et des batailles, et des Maris des Highlands, et une autre qu'ils appelaient la signature de la Déclaration d'indépendance. Il y en avait qu'ils appelaient des pastels, qu'une des filles qui était morte avait dessiné elle-même quand elle avait que 15 ans. Ils étaient différents de toutes les peintures que j'avais jamais vues jusqu'alors, plus noirs en général qu'à l'ordinaire.
Un de ces pastels était une femme en robe noire très mince, très serrée sous les aisselles, avec un renflement comme un chou au milieu des manches, un grand bonnet noir en forme d'écope, et une voilette noire, et des chevilles minces et blanches avec des bandelettes noires croisées, et de minuscules pantoufles noires carrées comme un ciseau à bois, et elle se penchait avec mélancolie, le coude droit sur une pierre tombale, sous un saule pleureur, son autre main retombait le long de son corps et tenait un mouchoir blanc et un réticule, et sous le dessin était écrit « Ne te verrai-je donc plus jamais, hélas ». Une autre peinture représentait une jeune femme à la chevelure dressée tout droit sur la tête et nouée là sur un peigne pareil au dossier d'une chaise. Elle pleurait dans un mouchoir et tenait dans son autre main un oiseau mort, sur le dos, les pattes en l'air, et sous la peinture était écrit « Jamais plus je n'entendrai ton doux pépiment, hélas ». Il y en avait une autre, où une jeune femme, devant une fenêtre, regardait la lune, et les larmes ruisselaient sur ses joues. Et elle tenait dans une main une lettre ouverte avec de la cire à cacheter noire, visible sur un bord, et elle pressait un médaillon avec une chaîne contre ses lèvres, et sous la peinture était écrit « Es-tu parti ? Oui, tu es parti, hélas ». C'étaient toutes de belles peintures, je crois bien. Mais je sais pas pourquoi, elle me disait rien, parce que chaque fois que j'avais le cœur gros, elle me filait le bourdon. Tout le monde était très triste qu'elle soit morte, parce qu'elle voulait peindre beaucoup d'autres de ces images, et qu'on évaluait bien ce qu'ils avaient perdu en voyant ce qu'elle avait fait. Mais je me disais qu'avec son tempérament, elle devait se trouver bien mieux au cimetière. Elle travaillait sur ce qu'il disait être son chef-d'œuvre quand elle était tombée malade, et tous les jours et toutes les nuits, elle priait pour qu'il lui soit permis de vivre jusqu'à ce qu'elle l'ait terminé. Mais elle n'a pas pu. C'était le portrait d'une jeune femme dans une longue robe blanche, debout sur la rambarde d'un pont, prête à sauter, avec sa chevelure tombant dans son dos. Elle regardait la lune, les larmes ruisselaient sur son visage, et elle avait 2 bras croisés sur sa poitrine, et 2 bras tendus en avant, et 2 autres tendus vers la lune. Et ce qu'elle voulait, c'était voir quel père ferait le meilleur effet et effacer ensuite tous les autres bras. Mais comme je l'ai dit, elle est morte avant d'avoir pu se décider, et maintenant ils avaient mis cette peinture au-dessus de la tête de son lit, dans sa chambre. Et puis, chaque fois que venait son anniversaire, ils y accrochaient des fleurs. À d'autres moments, elle était dissimulée derrière un petit rideau. La jeune femme de la peinture avait un visage plutôt gentil et doux, mais tous ses bras faisaient un peu araignée à mon avis. Cette jeune fille avait tenu un album quand elle était vivante, et elle y mettait des nécrologies, et des accidents, et des récits de malades qu'elle découpait dans le Presbyterian Observer. Et puis, elle écrivait des poèmes en dessous, qu'elle inventait elle-même. C'était plutôt de la bonne poésie. Voilà ce qu'elle avait écrit sur un garçon qui s'appelait Stephen Dollingbow, qui était tombé dans un puits et qui s'était noyé. Ode à Stephen Dollingbow, décédé. Le jeune Stephen a-t-il dépéri? Le jeune Stephen est-il mort? Les cœurs ont-ils pleuré cette âme chérie sans y trouver de réconfort? Non. Tel ne fut pas le triste destin du jeune Stephen Dollingbow. Les cœurs se sont réunis un matin, sans maladie pour leurs sanglots. S'il mourut, ce ne fut ni coqueluche, ni rougeole, ni du froid les grelots, ni fièvre, car telle ne fut pas l'embûche qui tua Stephen Dollingbow. L'amour renégat ne vint pas frapper cette tête aux grands yeux dévots, la douleur son estomac ne vint happer, pauvre Stephen Dollingbow. Oh non. Écoutez donc la triste histoire que je m'en vais vous raconter. Son âme quitta ce froid territoire dans l'eau d'un puits qui miroitait. Ils l'en sortirent et ils le vidèrent. Hélas, il était bien trop tard. Son âme les angelots emmenèrent, loin du monde des traquenards. Si Emmeline Grangerford avait su composer une telle poésie avant d'avoir 14 ans, qui pourrait dire ce qu'elle aurait fait par la suite? Buck disait qu'elle pouvait débiter des poèmes comme un moulin. Elle avait même pas besoin de s'arrêter pour réfléchir.
Il disait qu'elle vous inventait un vers, et que, si elle pouvait pas trouver quelque chose qui rimait, eh bien, elle l'effaçait et en inventait un autre. Et puis elle continuait. Elle n'était pas difficile. Elle pouvait écrire sur n'importe quoi qu'on lui donnait comme sujet, à condition que ça soit triste. Chaque fois qu'un homme mourait, ou qu'une femme mourait, ou qu'un enfant mourait, elle arrivait avec son hommage, avant même que la personne soit froide. Elle les appelait des hommages. Les voisins disaient qu'arrivait d'abord le docteur, puis Emmeline, puis le croque-mort. Ce dernier n'était arrivé qu'une seule fois avant Emmeline, et parce qu'elle avait lambiné en cherchant une rime pour le nom de la personne décédée qui s'appelait Whistler. Elle avait plus jamais été la même après ça. Elle ne s'était pas plainte, mais elle avait plus ou moins dépéri et n'avait pas vécu bien longtemps. Pauvre enfant. Combien de fois je me suis forcé à monter dans la petite chambre qui avait été la sienne afin de lire dans son pauvre vieil album quand ses peintures m'avaient énervé et que je sentais qu'elle m'avait aigri. J'aimais toute cette famille, les morts et les vivants, et j'allais pas laisser quoi que ce soit m'en dégoûter. La pauvre Emmeline avait composé des poèmes sur tous les morts quand elle était vivante, et il me paraissait pas juste qu'il n'y ait personne pour en écrire sur elle maintenant qu'elle était morte. Alors, j'ai essayé moi-même de me fendre d'un vers ou deux, mais j'arrivais pas vraiment à trouver quelque chose. Il gardait la chambre d'Emmeline propre et rangée, et tout y était placé exactement comme elle l'aurait aimé si elle avait été vivante, et personne ne dormait jamais là-bas. La vieille dame s'occupait elle-même de la chambre, et pourtant ils avaient plein de nègres, et elle y allait souvent, d'habitude pour coudre ou lire sa Bible. Eh ben, je parlais de leur salon. Il y avait de très beaux rideaux aux fenêtres, blancs, avec des images peintes dessus, des châteaux avec du lierre sur les murs, et le bétail qui rentrait boire. Il y avait aussi un vieux petit piano, qui avait des casseroles en fer blanc dedans, je crois bien. Et il n'y avait rien de plus joli que d'entendre les jeunes femmes chanter « Le dernier lien s'est brisé » et jouer « La bataille de Prague » sur le piano. Les murs de toutes les pièces étaient plâtrés, et la plupart avaient des tapis par terre, et puis toute la maison était badigeonnée en blanc à l'extérieur. C'était une maison double, et le grand espace entre les deux maisons avait un toit et un plancher, et quelquefois, la table était mise là en milieu de journée, car c'était un endroit frais et confortable. Rien ne pouvait être meilleur. Et puis, la nourriture était tellement bonne. Et puis, il y en avait des masses.